Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour de rentrée scolaire pour la reprise des émissions consacrées à des livres tout juste parus. Je souhaite à tout le monde, parents, enfants et aussi celles et ceux qui sont loin de l'école, une excellente année pendant laquelle vous pourrez retrouver le podcast tous les lundis et un vendredi sur deux dans Le Fil de l'Épée, l'émission consacrée à l'histoire de la guerre, co-animée avec Alexandre Jublin dans Le Collimateur. Cette année, il y aura aussi un enregistrement public à Blois, au Rendez-vous de l'Histoire, ce sera le 11 octobre. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, etc. et que laisser une note ou un commentaire est très apprécié et permet à davantage de gens de trouver l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Inès Henrique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2, membre du laboratoire Lara. Vous venez de publier aux éditions du CNRS « Filles en conflit, consentement et vocation religieuse, France-Espagne au XIXe siècle », un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui croise énormément de dynamiques de ce XIXe siècle, à la fois de déchristianisation, mais aussi de féminisation du catholicisme, de montée des États, de la laïcité en France, par exemple, mais c'est aussi le grand siècle des couvents et voilà, des femmes en religion. C'est aussi un siècle de contestation de plus en plus forte de la domination masculine avec l'émergence de féminisme qui pose la question du consentement. Le mot consentement est dans votre sous-titre, donc c'est évidemment à la fois très historique et très actuel, cet enjeu du consentement. Alors une première question toute simple, qu'est-ce qui vous a fait étudier, ce qui est un peu la clé du livre, c'est l'entrée au couvent au sens large, le fait que des jeunes femmes, quelques jeunes hommes se destinent à la vie religieuse et parfois ça se passe mal avec elles, avec leur famille. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet objet historique ? Alors je pense qu'il y a 3 séries de raisons qui m'ont un peu tournée vers ça, en tout cas 2 en ce qui concerne l'objet et 1 en ce qui concerne le terrain. La première, c'est que effectivement mes recherches sur l'histoire du catholicisme au XIXe siècle et l'histoire du catholicisme de manière plus générale, en consultant aussi les travaux des modernistes, on avait un peu ce récit, cette ombre qui planait sur l'entrée en religion, qui était celle des vocations forcées. Et donc, c'était quelque chose qui m'a d'autant plus intéressée que par hasard, au gré de dépouillement en épluchant le dossier de carrière d'un magistrat, donc pour quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce sujet, j'avais vu que ce magistrat avait été accusé de s'être interposé entre des parents et sa fille qui était entrée en religion dans un couvent à Nogent-le-Rotrou. Donc, ses parents s'étaient présentés au couvent pour tenter de la récupérer et le magistrat avait ordonné l'intervention de la police pour éviter que les parents ne récupèrent cette fille par la force. Sauf qu'on était en pleine période, au tout début de la Troisième République républicaine, donc au début des années 1880. Voilà, après l'ordre moral très dévot des années 1870, là, les républicains sont au pouvoir et on ne peut pas dire qu'ils soient très partisans de l'Église catholique. Exactement. Et donc, l'attitude de ce magistrat avait été mise en cause et donc j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de tension entre ce récit très fort de la vocation forcée et peut-être des conflits un peu moins connus autour de femmes qui au contraire souhaitaient entrer en religion contre la vie sans le consentement de leurs parents. Donc ça c'est un peu le premier paradoxe que j'ai voulu creuser. Je me suis rendu compte assez vite que en tout cas dans les archives je trouvais beaucoup plus facilement des cas d'opposition des parents à la vocation que de vocation forcée par les parents, même si j'en ai trouvé quelques-uns. La deuxième chose, c'est que je m'intéressais beaucoup à ce moment-là aux discours anticléricaux. Et dans ces discours-là, on niait vraiment la capacité d'action des femmes, leur liberté dans la religion. On considérait que les femmes pieuses étaient nécessairement, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, manipulées par leurs confesseurs. Et donc, ça m'a aussi intéressée de voir ces histoires-là du point de vue des femmes en question, même si je me suis heurtée à des difficultés pour trouver leurs paroles. Et ensuite, c'est poser la question du terrain d'études. Et le lien, finalement, avec les discours, c'est que non seulement il y a en France, dans les discours anticléricaux, un certain nombre de discours qui nient la capacité d'action des femmes, leur consentement possible à la vie religieuse, mais quand on s'intéresse à ces discours-là dans
À propos de l'Espagne, c'est encore plus fort puisqu'il y a vraiment ce mythe de l'Espagne noire qui serait donc sous la plume des anticléricaux français décrite comme un pays inféodé à l'Église. Et en particulier, ce joug de l'Église sur la société espagnole se manifesterait tout particulièrement sur le terrain du genre puisque la société espagnole serait décrite comme prompte à enfermer ses femmes dans des couvents. Mais quand on s'intéresse à l'histoire politique de l'Espagne au XIXe siècle, on se rend compte qu'il y a également des discours anticléricaux très forts. On se rend compte qu'à plusieurs reprises, des séries de lois s'en prennent aux privilèges de l'Église et vont assez loin avec des confiscations de biens, avec à 2 reprises au cours du XIXe siècle l'interdiction quasi totale de l'entrée dans la vie religieuse. Et donc c'est le 3e paradoxe qui m'a intéressée de creuser dans ce livre. Si j'essaie de résumer, d'une certaine façon, vous partez dans cette recherche avec non pas des idées préconçues, mais quand même avec un cadre qui peut être une Espagne obscurantiste et puis des parents qui veulent enfermer leur fille au couvent. Et vous trouvez tout autre chose. Vous trouvez une Espagne traversée de plein de courants contradictoires, dont des courants laïques, anticléricaux. Et puis vous trouvez certaines femmes, effectivement un peu forcées à entrer au couvent, mais beaucoup en fait qui veulent le faire contre la vie de leurs parents. Donc ça veut dire qu'au cours de l'élaboration de la recherche, vous êtes tombé presque de surprise en surprise. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé par les archives de la direction des cultes à Paris, qui sont une mine d'or de ce point de vue-là, pour étudier tous les échos que trouve le religieux dans la société française du XIXe siècle. Dans la direction des cultes, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est parfois rattaché au ministère de l'Intérieur, parfois rattaché au ministère de l'Instruction publique. Donc ça, c'est vraiment très variable, le rattachement institutionnel Donc des fois, c'est une direction, des fois, c'est un secrétaire d'État. Donc ça, c'est vraiment très variable. À partir du moment où il y a le Concordat, 1801-1802, il faut une institution française qui puisse un peu gérer à la fois les cultes et les litiges autour de ça. Tout à fait, qui gère à la fois, qui exerce un rôle disciplinaire sur le clergé français, notamment sur le clergé séculier, et qui est en charge de ce qu'on appelle la police des cultes, c'est-à-dire qui a pour mission de s'assurer qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public autour des cultes. Et comme ces conflits familiaux autour des vocations religieuses peuvent susciter des troubles à l'ordre public, que ce soit parce que la presse anticléricale s'en empare, que ce soit parce que les parents s'agitent et tentent de créer des scandales autour des entrées en religion de leurs filles, de fait, un certain nombre de ces histoires atterrissent dans les cartons des archives des cultes. Et moi, c'est comme ça, en premier lieu, que je m'y suis intéressée. Et donc, dans ces archives-là, j'ai surtout vu effectivement des femmes qui étaient confrontées à l'opposition de leurs parents. Un certain nombre de femmes, donc une minorité, étaient mineures. Et donc, dans le cadre du Code civil en France au XIXe siècle, quand on est mineur, on ne peut pas entrer en religion sans le consentement de ses parents. L'immense majorité, la majorité des cas qu'il y avait aux archives des cultes étaient des majeurs, donc complètement libres d'entrer en religion d'après le Code civil, ce qui n'empêchait pas leurs parents d'adresser des suppliques. Alors, plus généralement, de manière le plus souvent au directeur des cultes ou secrétaire d'État au culte, quel que soit son nom, en fonction de où on se situe dans le XIXe siècle, parfois à d'autres ministres, parfois au chef d'État, le président, l'empereur, parfois à l'impératrice, en appelant à ses bons sentiments maternels, ce qui est assez intéressant. Et donc, solliciter une intervention de l'État à titre complètement extra-judiciaire. Et donc, c'est là que j'ai saisi une bonne partie des cas sur lesquels je m'appuie pour documenter le terrain français. J'ai aussi vu dans ces archives quelques cas de femmes pour lesquels le consentement à l'entrée en religion posait problème, leur propre consentement. Et j'ai aussi vu beaucoup de cas où ces vocations forcées s'avéraient finalement être des rumeurs qui avaient pu, dans certains cas, prendre de l'ampleur, être discutées dans la presse. Et donc, ces archives, elles étaient aussi l'écho de toutes ces agitations autour du religieux, du consentement des femmes à l'entrée en religion, puisqu'au XIXe siècle, ça c'est quand même la toile de fond sur laquelle je m'appuie, que ce soit la France
que ce soit en France ou en Espagne, on est au siècle de ce que Claude Langlois a appelé la féminisation du catholicisme, qui concerne notamment la féminisation des effectifs du personnel religieux. C'est-à-dire que c'est l'âge d'or des bonnes sœurs, le temps des bonnes sœurs, pour reprendre là encore les propos de Claude Langlois, ce qui pose problème dans un très petit nombre, mais un nombre néanmoins significatif de familles. Alors vous avez dit qu'à Paris, il y a des archives faciles à consulter, abondantes. C'est pas exactement la même situation en Espagne. On avait déjà reçu à ce micro, notamment Alexandre Dublin, qui a travaillé sur l'Espagne à l'époque moderne, qui nous avait dit, et d'autres qui nous avaient dit à quel point la situation archivistique espagnole est compliquée. Qu'est-ce que ça donne ? Il n'y a pas à Madrid un seul lieu où il y aurait tous vos cartons. Absolument pas. Alors moi, j'ai un peu joué de malchance, c'est-à-dire que l'équivalent du ministère des cultes ou de la direction des cultes, quel que soit son nom, c'est la section Clero y Culto du ministère de Gracia y Justicia, qui est le ministère de la Justice. Donc ça, c'est l'équivalent. Et il s'avère que les archives de cette institution ont brûlé pendant la guerre civile, dans l'incendie du palais de justice à Madrid. Donc déjà, c'est difficile de savoir exactement ce que faisait cette institution, si elle jouait le même rôle en France qu'en Espagne. Et vu comment ça fonctionne, la comparaison internationale, on peut supposer que non et qu'il y avait des différences. Mais c'est très difficile d'en dire quoi que ce soit puisque les archives ont disparu. Donc moi, il y a ça, il y a un contexte qui est celui que vous rappelez, qui est que l'accès aux archives en Espagne n'est absolument pas le même qu'en France. Il y a des blocages institutionnels, il y a une moindre conservation de certains fonds, il y a beaucoup de fonds qui ne sont pas inventoriés. Par exemple, au diocèse de Tolède, qui est quand même l'équivalent, on va dire, de l'archidiocèse de Paris en termes d'importance dans la vie religieuse espagnole du 19e siècle, l'immense majorité des fonds ne sont pas classés. Et c'est conservé où ? C'est conservé dans des bâtiments religieux encore ? Oui, c'est encore conservé dans des bâtiments religieux, mais les archives de l'archidiocèse de Paris sont aussi conservées à l'archidiocèse de Paris. Donc, il y a ces problèmes-là qui reflètent peut-être un manque de moyens dans la conservation des archives en Espagne. Et le troisième problème, c'est aussi des blocages d'accès qui sont réels, dont on discute beaucoup avec les chercheurs et chercheuses qui travaillent aussi sur l'Espagne au XIXe siècle ou à d'autres périodes. Ça concerne évidemment les archives religieuses. Ça concerne aussi parfois les archives publiques. Je pense que toutes les personnes qui ont essayé un jour d'accéder aux archives du gouvernement civil de Barcelone s'y sont cassé les dents. C'est quelque chose dont on parlait beaucoup avec Jeanne Moisan, qui était ma directrice de thèse. Et donc, ça crée aussi des obstacles pour pouvoir accéder à ces sources-là. Alors moi, ma chance, c'est qu'il y a une institution qui exerce un rôle hiérarchique sur l'Église espagnole, c'est la Nonciature de Madrid, qui exerce un rôle hiérarchique beaucoup plus fort, par exemple, que la Nonciature de Paris. Ce qui fait qu'une partie des conflits que j'étudie ont atterri dans les archives de la Nonciature de Madrid et sont donc conservés au Vatican, où les archives sont quand même, pour le 19e siècle, assez facilement accessibles. Les archives des nonciatures sont très bien inventoriées. Et donc, pour l'Espagne, j'ai paradoxalement enquêté parfois davantage à Rome qu'en Espagne, même si j'ai aussi des archives en Espagne, mais ça nécessite une collecte beaucoup plus lente et beaucoup plus patiente parce qu'il faut aller dans les communautés religieuses, dans les diocèses, dans les archives de l'État à l'échelle locale, des diputaciones provinciales, des gobiernos civiles, mais et ce que j'ai fait aussi en France, mais avec un socle à l'échelle nationale que je n'ai jamais eu dans le cas de l'Espagne. Alors c'est intéressant ce choix de la comparaison franco-espagnole. Bon, d'abord parce que le comparatif en soi dégage évidemment des singularités, des lignes de comparaison, des tendances différentes ou au contraire similaires, etc. Aussi parce que ces deux pays qui sont fortement liés historiquement, de par l'occupation napoléonienne de l'Espagne et ensuite toute une série d'allers-retours. On avait reçu à ce micro notamment des collègues qui ont travaillé sur les carlistes, sur ce type de circulation. Jeanne Moisan avec les circulations politiques aussi à l'époque de la Commune et des communes comparables, Paris, Carthagène. Donc c'est-à-dire que ces deux pays pour lesquels cette question du religieux et du politique, elle est
en écho, même si c'est des échos décalés dans le temps. C'est pas exactement au même moment que l'Espagne, on va dire, est anticléricale et que la France est anticléricale, mais il y a quand même des circulations et les presses respectives reflètent le fait qu'on s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées et qu'on dit, voilà, les Français font ci, donc nous, il y a ça. Ou en Espagne, il y a une affaire scandaleuse dans un couvent, donc pour nous, voilà ce que ça implique. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement deux objets comparables, mais il y a deux objets qui interagissent. Oui, tout à fait. C'est deux pays qui se regardent, mais on va dire dans le cadre d'échanges inégaux. C'est-à-dire que ça a été très bien montré par un certain nombre de spécialistes du livre en Espagne. C'est que pendant une grande majorité du 19e siècle, l'imprimé espagnol est sous domination française. Et que notamment le marché espagnol est abreuvé de traductions d'ouvrages français en espagnol, notamment, alors moi ça m'intéresse tout particulièrement, La religieuse de Diderot qui est traduite à plusieurs reprises et qui circule très massivement au 19e siècle en Espagne, mais ça concerne vraiment les romans feuilletons, ça peut concerner aussi la presse. Et c'est seulement vers la fin du 19e siècle que des lois, notamment des lois fiscales, permettent à l'édition espagnole de s'émanciper un petit peu de ce marché français. Ce qui fait que tous les discours romantiques sur le religieux, les discours libéraux sur le religieux qui portent de manière assez forte le récit de la vocation forcée, vont aussi largement être diffusés en Espagne. Et après, il y a évidemment des circulations réciproques, comme vous le disiez, certains conflits qui prennent une ampleur telle en Espagne ou en France qu'ils finissent par être relatés de l'autre côté des Pyrénées. Je pense notamment à l'affaire Hubao, qui est le cas le plus emblématique en Espagne pour plein de raisons. Adelaida Hubao, c'est une jeune aristocrate madrilène qui entre à l'âge de 21 ans au couvent des adoratrices esclaves du Sacré-Cœur contre l'avis de sa mère. C'est particulier comme nom, esclave du Sacré-Cœur quand même. Mais bon, oui, on comprend qu'il y a des anticléricaux qui n'aient pas trouvé ça formidable. Oui, et en tout cas qui en ont fait un certain beurre, ça c'est certain. Et donc cette Adelaida Hubao, son entrée en religion crée un scandale particulièrement fort pour beaucoup de raisons, notamment parce qu'en Espagne, on est vraiment au tout début des années 1900, à une période d'explosion de l'anticléricalisme, mais aussi parce que la mère porte plainte et le procès va jusqu'au tribunal suprême, qui est la plus haute juridiction espagnole. Et cette affaire, qui est très fortement médiatisée, elle inspire aussi Benito Pérez-Galdós, qui est un écrivain espagnol, un romancier très renommé, qui écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Electra. Et il s'avère que cette pièce de théâtre, elle est représentée pour la première fois à peu près en même temps que le jugement du tribunal suprême qui ordonne la restitution d'Adelaida Hubao à sa mère. Ce qui fait un scandale immense. Les représentations d'Electra dans différentes villes d'Espagne entraînent à chaque fois de petites manifestations anticléricales devant les couvents, les églises des villes en question. Et le procès est très largement relayé aussi dans la presse française. Donc c'est un exemple qui est l'exemple le plus emblématique parce qu'il a vraiment fait couler beaucoup d'encre, mais c'est valable aussi pour d'autres affaires qui peuvent susciter un certain émoi dans l'un ou l'autre des pays, et tout particulièrement plutôt vers la fin du 19e siècle, à une période où la presse à grand tirage se développe très fortement. Vous avez mentionné Diderot, La religieuse, c'est ce roman posthume de 1796, paru en 1796, qui raconte la lutte d'une jeune femme cloîtrée contre son gré au XVIIIe. Ça a une très grande influence au 19e, et de manière générale, on voit à travers Diderot et d'autres textes que c'est quand même un grand thème polémique, romantique, en tout cas discursif, et que votre travail doit en permanence un peu naviguer entre le volet discursif de la chose, avec énormément de discours sur le couvent, le lieu d'enfermement, le lieu de l'obscurantisme, etc., et puis des affaires très concrètes où des gens vont devant la justice en disant voilà, ma fille est enfermée, je voudrais la récupérer, etc. Donc comment on fait d'un point de vue méthodologique pour naviguer entre les représentations et puis les litiges juridiques ? Alors, moi, je me suis beaucoup appuyée sur justement toute l'historiographie des représentations et des imaginaires sociaux qui m'a vraiment aidée à construire un cadre méthodologique autour de ça.
ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est de ne pas m'en tenir à l'idée qu'il y aurait les discours et qu'il y aurait la réalité, et de corriger un petit peu les discours anticléricaux à l'aune de ce qu'on observe dans ces conflits, même si, évidemment, je l'ai aussi fait. Oui, parce qu'il y a quand même moins on va dire, de claustration de jeunes femmes martyrisées par leurs parents que ce que disent un certain nombre d'auteurs qui exploitent ce filon. Oui, tout à fait. Moi, alors, je pense que les cas que j'ai trouvés, ça c'est vraiment très important de le dire, ne reflètent absolument pas les cas effectifs qui se sont passés et auxquels on n'a pas accès. Ça dépend vraiment de la conservation des archives. Mais moi, j'ai seulement trouvé 8 cas de ce qu'on appellerait dans le discours anticlérical l'évocation forcée, qui sont en tout cas des cas pour lesquels le consentement des femmes pose problème. Alors que j'ai trouvé, donc là c'est vraiment dans les deux pays, avec des équilibres assez forts entre l'Espagne et la France, 99 affaires d'opposition des parents à la vocation des filles. Donc là où le défaut de consentement ne se situe pas du côté des filles, mais du côté des parents. Alors, dans ces discours, ce qui m'a aussi intéressée, c'est de voir la manière dont ils circulent et dont ils peuvent aussi, par exemple, parfois pousser certains parents à réclamer contre l'entrée en religion de leur fille, dont ils peuvent aussi leur fournir des outils, des arguments pour réclamer contre cela. Déjà, ce que j'ai observé en termes de chronologie, c'est qu'il y a quand même des moments où on a une explosion des nombres de conflits, des nombres de cas dans un pays ou dans l'autre. Par exemple, dans les années 1860 en France, par exemple, dans les années 1900, la fin des années 1890 en Espagne. Et ça coïncide avec des vagues d'anticléricalisme. Et ça coïncide aussi avec des vagues d'anticléricalisme au sein desquelles on a vraiment cette question de l'entrée en religion des femmes qui est remise en question et le couvent qui se retrouve sous les feux des projecteurs. Donc ça, il y a quand même cette coïncidence-là. Si on prend le cas des années 1860, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin des années 1850, il y a l'affaire Mortara qui a donné lieu, il me semble que c'était en 2023, au film L'Enlèvement de Bellocchio. Donc Edgardo Mortara, c'est un enfant juif de Bologne qui est baptisé secrètement dans la religion catholique par une servante. Et cette situation est portée à la connaissance des autorités religieuses et l'enfant est enlevé à ses parents sur ordre du pape et élevé dans la religion catholique, ce qui crée un scandale à l'échelle européenne. Ce scandale met l'accent sur la question du consentement des parents à l'entrée en religion. Alors là, c'est pas vraiment une entrée en religion, mais c'est que ça joue quand même sur des ressorts similaires. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans ce sillage-là, il y a aussi plusieurs cas de conflits familiaux autour des vocations religieuses des femmes qui sont très fortement médiatisés en France, à la fin des années 1850, début des années 1860. C'est aussi une question à laquelle s'était beaucoup intéressé dans les années 1930 Jean Morin. Et des parents écrivent assez massivement à la direction des cultes pour réclamer contre l'entrée en religion de leur fille. Et au-delà de la simple question des chronologies, on voit aussi dans les discours des parents la remobilisation d'arguments du discours anticlérical, que ce soit par exemple autour de l'idée que leur fille est manipulée par son confesseur, par son directeur de conscience. Ça, c'est par exemple une idée qui est très fortement martelée par Michelet dans Le prêtre, la femme et la famille, sur lequel a aussi pas mal travaillé Caroline Müller. Cet argument-là, on le retrouve dans un certain nombre de suppliques écrites par les parents. On retrouve l'idée que les filles sont malheureuses, maltraitées au couvent, pas suffisamment nourries, dans des conditions d'hygiène déplorables. Et ça, c'est quelque chose qui est assez souvent martelé également dans le discours anticlérical. On retrouve l'idée que les prêtres qui manipulent ainsi les jeunes femmes le font par cupidité lorsque ces femmes appartiennent à des familles bourgeoises relativement aisées et qu'ils espèrent ainsi faire main basse sur la fortune familiale. Et bien ça, c'est des arguments qu'on retrouve aussi sous la plume des parents. Voir le prêtre lubrique, figure classique. On avait reçu à ce micro Myriam Denel-Ternant pour parler de son travail, de l'ecclésiastique débauché, et du coup qui va débaucher la jeune fille sous couvert de religion. Et en fait,
fait, va l'entraîner dans des débauches. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans le discours, l'imaginaire, mais qui du coup infuse aussi dans les suppliques et les litiges. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un cas, par exemple, c'est l'affaire Salers, qui se déroule à Moissac entre 1866 et 1867. Et dans les archives, donc c'est un père qui contexte l'entrée en religion de sa fille. Et dans les archives de la direction des cultes, on a retrouvé une chanson qui s'appelle Le Harem du bon Dieu et qui, justement, explique que le père Sabatier, qui était le confesseur de Nathalie Salers, essaie d'attirer des femmes au couvent pour se constituer un harem. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve assez fortement dans les discours anticléricaux. Ce qui n'empêche pas non plus les violences sexuelles dans l'Église d'être extrêmement massives et très nombreuses au XIXe siècle, effectivement, au-delà de la question du discours anticlérical, mais ça, c'est un autre sujet. La dernière chose qui m'a intéressée dans cette histoire des imaginaires et dans la manière de travailler avec ces discours anticléricaux, c'est aussi de voir comment ça infuse dans la législation, dans la construction du droit au XIXe siècle, puisque je me suis aussi beaucoup appuyée sur des sources juridiques. Et c'est assez frappant de voir, par exemple, dans des thèses de droit, dans des manuels de droit, des argumentaires du discours anticlérical qui sont repris de manière assez directe. Par exemple, dans le droit français, dans le Code civil français, on a l'idée que les religieuses ou les sœurs ne peuvent pas disposer de l'intégralité de leur fortune à leur mort. En tout cas, elles ne peuvent pas tout donner à leur congrégation, à leur établissement religieux, si celui-ci est autorisé, ce qui est encore un autre débat. Et c'est justifié par l'idée que les femmes seraient davantage susceptibles d'être influencées par le personnel religieux et ne pourraient donc pas disposer librement de leur fortune. Et donc là, on voit vraiment ces porosités entre, d'une part, le droit et d'autre part, les discours anticléricaux qui sont protéiformes et qui peuvent vraiment varier d'une période à une autre, d'un pays à un autre et d'un auteur à un autre. Mais on a quand même ces emprunts assez nets dans le droit. Alors le droit, c'est très intéressant parce que c'est quand même le conflit entre deux légitimités, mais aussi entre deux juridictions. Il y a des règles dans l'Église, et quand on entre dans l'Église, vous le montrez, l'entrée en religion, c'est très ritualisé, évidemment très solennisé, avec des règles, des vœux, etc. Mais en particulier en France, à partir de la Révolution, c'est des règles qui n'ont plus vraiment de raison d'être, ou qui sont vraiment internes à l'Église, mais la République, ou en tout cas les régimes issus de la France révolutionnaire, parfois républicains, parfois monarchiques, impériaux, mais les régimes successifs ne reconnaissent plus vraiment ça. La France a aboli, je l'ai appris en vous lisant, les vœux solennels en 1790. Et à partir de là, en gros, les vœux que prononce une jeune femme en entrant dans l'église, d'une certaine façon, les autorités civiles ne sont pas vraiment tenues de les reconnaître. Donc comment ça se joue, ce conflit de la hiérarchie des normes, des légitimités? C'est toujours la norme civile qui est censée prévaloir, mais ça ne se passe pas automatiquement non plus. Alors oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment très différent entre la France et l'Espagne. Donc le cas français est le plus simple. Comme vous l'expliquiez, les vœux solennels n'ont aucune valeur aux yeux de l'État. Et donc, il y a deux droits qui sont contradictoires. Le droit canonique, selon lequel, qui accorde une importance très forte à la question du consentement de la personne qui prononce ses vœux. Consentement qui doit être libre. Il y a plusieurs dispositifs qui sont censés le garantir. Alors, ces dispositifs existaient déjà à l'époque moderne, ce qui n'empêchait pas un certain nombre de l'évocation forcée d'être massive. Mais en tous les cas, ces dispositifs existent. Et notamment, il y a aussi l'idée que personne ne doit s'opposer à l'entrée en religion d'une personne appelée par Dieu à l'état religieux. Et donc, les parents, par exemple, qui contesteraient la vocation religieuse de leur fille seraient passibles d'excommunication. C'est pas du tout le même son de cloche dans le Code civil, puisque là, le critère majeur, c'est celui de la majorité ou de la minorité. Minorité, consentement des parents obligatoire. Majorité, il n'a pas de valeur. Ce qui veut dire que, par exemple, si une fille mineure entre en religion sans le consentement de ses parents, les parents peuvent porter plainte pour détournement de mineurs et l'État peut
ordonné d'aller récupérer physiquement la fille dans le couvent, ce qui est contradictoire avec le droit canonique. Néanmoins, moi, ce que j'ai quand même noté, c'est qu'à l'exception de périodes de crispation qui sont celles des années 1860 et celles de la République anticléricale, pour reprendre les propos de Jacqueline Lalouette, donc des années 1880 à 1905, on a quand même plutôt des formes de négociation entre l'épiscopat français et la direction des cultes, les préfets. Et donc, tous ces conflits finissent par se solder d'une manière relativement négociée. En Espagne, c'est très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit civil unifié avant 1889, ce qui complique beaucoup les choses. Il y a 6 droits donc, régionaux, et dans certains de ces droits, le droit canonique est une des sources du droit. Ce qui crée, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on y passerait un certain temps, mais beaucoup de dispositions contradictoires. Néanmoins, on a aussi des cas dans certains droits où le droit canonique n'est pas une source du droit et donc on a quand même quelque chose d'assez similaire au cas français, c'est-à-dire pas de valeur qui est reconnue forcément aux vœux religieux. Et là, ça peut créer des conflits assez forts. Il y a un cas à Vigo qui est très emblématique de ça, qui se déroule en 1888, dans lequel une mineure entre en religion au couvent de la Enseñanza. Et donc le père porte plainte. La députation provinciale finit par ordonner que la fille soit rendue à son père. Donc la fille est alors mineure. Et ça donne lieu à une série d'échanges entre l'évêque de Tuy et le gouverneur civil de Vigo qui sont extrêmement violents, où l'évêque menace d'excommunier le gouverneur civil s'il décide d'exécuter cet ordre-là. Alors le cas se règle d'une manière là aussi assez particulière, c'est-à-dire que les sœurs font faire sa profession religieuse à la jeune fille, et donc dans le droit... ça l'émancipe de la puissance paternelle parce qu'on est juste avant, 1 an avant la promulgation du Code civil espagnol. Et donc, le conflit se règle de cette manière-là, au bénéfice de l'Église, mais avec un antagonisme très fort entre, d'une part, les représentants de l'État et d'autre part, l'épiscopat. Je voudrais vous interroger sur le titre du livre, c'est « Filles en conflit ». Ce n'est pas des femmes en conflit. Et il y a plein de manières de le comprendre. C'est aussi cet âge intermédiaire qui n'est pas vraiment pensé comme l'adolescence au 19e, mais entre la minorité entière et puis l'âge adulte. C'est cette phase intermédiaire pendant laquelle on est sous l'autorité paternelle. Donc c'est aussi les filles de leur père, parce que les droits, que ce soit français, espagnol, accordent une grande importance, évidemment, à la puissance paternelle. On sait que le Code civil est presque architecturé entièrement sur la puissance du père de famille. Donc ces filles en conflit, elles ont quel âge et elles ont quel statut juridique? Parce que c'est pas non plus si clair. Alors, c'est très variable. Je pense que les filles les plus jeunes que j'ai étudiées devaient avoir 15 ans et demi et les plus âgées pouvaient parfois avoir plus de 30 ans. Avec des parents qui, même à 30 ans passés, disaient c'est pas normal, rendez-nous notre fille, on en a besoin, l'Église ne doit pas mettre la main sur elle. Tout à fait. Et donc, un cadre complètement, dans ce cas-là, extra-judiciaire. Le fait d'avoir mis l'accent sur d'avoir choisi fille plutôt que femme, c'était effectivement pour mettre l'accent sur la variable de l'âge, qui est très importante, et avec des parents qui peuvent tenir à propos de leur fille de 30 ans le même discours qu'ils tiendraient qu'à propos d'une fille de 15 ans et demi, de 16 ans. Sachant qu'entre les deux, la majorité légale ne veut pas dire une émancipation complète, pas dans tous les cas, parce que entrer en religion, c'est comme se marier, il faut quand même l'autorisation des parents jusqu'à un certain âge, parfois jusqu'à 21 ans ou 25 ans. On ne peut pas entrer en religion comme ça, il faut quand même entre guillemets, une dispense si on veut le faire avant un certain âge. Alors ça dépend. Dans le cas français, c'est vraiment la majorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette histoire de consentement respectueux qu'on demande aux parents comme dans le cas du mariage.
En revanche, dans le cas espagnol, c'est là où il y a une ambiguïté avec la promulgation du Code civil et qui est tranchée justement par l'affaire Ubao en 1901. C'est que les filles qui ont 21 ans, mais qui ont moins de 25 ans, sont tenues de résider, alors donc elles sont majeures, mais elles sont tenues jusqu'à 25 ans de résider là où le décide la personne qui détient sur elle la patria potestad, la puissance paternelle, donc c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas leur père, sauf si c'est pour tomar estado, prendre état. Et donc, toute l'ambiguïté réside dans ce qu'on met derrière prendre état. Donc, se marier, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien prendre un état. Ouvrir une boutique, pas forcément. Pas forcément. Et en tous les cas, entrer en religion, il y a une ambiguïté. Et ça, c'est ce que tranche le tribunal suprême dans le cas d'Adelaida Ubao en 1901. Il décide que l'entrée au noviciat n'est pas une prise d'état. Et donc, elle doit retourner dans sa famille. Et ça crée aussi une jurisprudence pour toute la fin de la période, pour toutes les autres femmes espagnols qui sont confrontés à des situations similaires. Et on le voit de manière assez nette dans les conflits que j'étudie après. Et pour revenir au choix de filles, c'était aussi pour mettre en avant la question familiale, le prisme familial qui est vraiment central dans mon travail. Ces ces conflits, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'ils émergeaient vraiment au carrefour de plusieurs évolutions assez fortes au cours du XIXe siècle. La puissance paternelle, qui les soumet à des rapports de domination très forts dans leur famille, rapports qui peuvent perdurer même après l'extinction théorique de la puissance paternelle. Donc ça, c'est un premier facteur qui explique ces conflits, la place de la puissance paternelle dans les sociétés européennes, enfin, en tout cas espagnoles et françaises du XIXe siècle. Et le deuxième facteur sur lequel j'ai essayé de mettre l'accent, c'est aussi les liens affectifs très forts qu'il y a dans les familles, c'est-à-dire que certains pères, certains parents peuvent contester l'entrée en religion de leur fille au nom du respect qu'ils estiment dû à leur autorité sur leur fille, mais aussi au nom des affects qu'ils ont pour elle. Et ces affects, ils se lient beaucoup à la question du fonctionnement économique des familles, c'est-à-dire au fait que ces filles jouent un rôle domestique indispensable à la survie de certaines maisonnées. C'est-à-dire qu'on compte sur ces filles pour notamment assurer les soins aux parents lorsqu'ils sont vieillissants. On a un certain nombre de parents qui disent, par exemple, je m'oppose à l'entrée en religion de ma fille jusqu'à ce que je meure, parce que j'ai besoin d'elle pour me tenir la main lorsque je vivrai mes derniers instants. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière assez nette. Et dans des familles de classe populaire, on a besoin économiquement du salaire que peut gagner la fille. Donc, il y a cet entremêlement assez fort entre affect et aussi travail domestique assuré par les filles, réciprocité du care, des soins. Les parents apportent un soin à leurs filles pendant leur enfance et en contrepartie à leurs enfants. Et en contrepartie, leurs filles, et c'est là où c'est extrêmement genré, doivent les soigner lorsqu'ils vieillissent. Et tout ça crée des besoins économiques, des affects qui expliquent aussi l'apparition de ces conflits. Et le troisième facteur, c'est qu'on est aussi à une période où les conceptions autour de l'enfance et de la jeunesse changent, où on reconnaît de plus en plus d'autonomie aux enfants. Et il me semble que ces conflits qui sont minoritaires et qui se nouent autour de l'entrée en religion, pour tout un tas de facteurs vraiment propres à l'histoire religieuse des deux pays. Ils s'expliquent aussi, ils permettent de mettre le doigt sur ces trois grandes tendances que j'ai essayé d'étudier à partir de ces cas qui peuvent paraître finalement assez anecdotiques. Ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, on ouvre le livre en se disant on va trouver des histoires rocambolesques de filles enlevées de nuit pour entrer au couvent parce que les parents s'opposent au mariage avec un révolutionnaire Carbonari, voilà, ce qu'on trouve chez Stendhal, etc. Et en fait, on a des histoires qui reflètent l'histoire sociale du 19e avec les jeunes femmes qu'on avait élevées en pensant qu'elle allait reprendre l'atelier familial de couture. Et puis finalement, si elle part au couvent, c'est une perte sèche économique, c'est la non-transmission de l'héritage.
l'héritage, c'est des problèmes très concrets. Donc finalement, c'est des conflits très ordinaires. Et à travers eux, on voit l'ordinaire du 19e siècle autour de la place de la religion qui est là, parce que presque tous les enfants, presque toutes les filles ont une éducation religieuse, mais il ne faut pas que ça empiète quand même sur le statut social de la famille et ce qu'elle avait conçu comme ses modes de transmission. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, un des principaux facteurs dans les oppositions des parents à l'entrée en religion des filles, c'est que ça se heurte aux stratégies familiales, qui sont très diverses. Alors, dans les discours anticléricaux, on a une surfocalisation sur la question du mariage, avec l'idée que lorsqu'elles entrent en religion, elles ne vont pas épouser le parti qu'avaient choisi pour elles leurs parents. Ça apparaît, mais de manière beaucoup moins forte dans les conflits que j'ai étudiés. En revanche, c'est les stratégies économiques. Donc, effectivement, le travail domestique, la survie de la maisonnée et le travail de care. Dans le cas des familles bourgeoises qui pourraient tout à fait, voire celles issues de l'aristocratie, qui pourraient tout à fait employer des domestiques pour assurer ce rôle de soin. Il y a aussi un soutien moral qui est attendu de la part des filles. C'est le cas, par exemple, dans l'affaire Adélaïda Houba, où la mère n'a absolument pas besoin de sa fille pour passer ses derniers jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'elle explique dans une lettre qu'elle adresse au juge. Alors, on ne sait pas si c'est le juge d'instance ou d'appel. Ça a été conservé aux archives vaticanes. Et elle dit, donc elle a plusieurs fils et elle a une seule fille, qui est Adélaïda. Elle explique que... aussi affectueux qu'ils soient, et ils le sont effectivement, les fils ne peuvent pas se substituer à sa fille pour la soigner dans sa maladie douloureuse. Et donc là, on a vraiment ces stratégies familiales genrées qui sont explicitées sous la plume de certains parents. Et à travers ces conflits, c'est aussi ça que j'ai essayé de faire, c'est d'aborder le quotidien des familles de tous milieux sociaux, qu'il est assez difficile de documenter autrement, en tout cas pour ce qui concerne le 19e siècle. Alors, ce qui est très genré aussi, c'est le discours sur le consentement, parce que y a un certain nombre d'hommes qui sont dans ces affaires, mais en général, ces hommes, on leur reconnaît une capacité de choix qu'on ne reconnaît pas toujours aux jeunes femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu de tous les côtés, que ce soit... alors, l'Église, elle tend à dire les femmes ont choisi entièrement librement, etc., mais quand même appelées par Dieu. Mais en revanche, les parents, les juges, etc., ont souvent tendance à dire, bon, c'est une fille, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est manipulable, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est pas du tout un discours qu'on tient sur un jeune homme qui rentre en religion, ou en tout cas, on ne le tient pas de la même manière. Oui, tout à fait. Ce discours-là, on le voit sous la plume à la fois des anticléricaux, on en a beaucoup parlé, mais aussi d'un certain nombre de juges, des parents, de manière très évidente. Et je pense que cette asymétrie genrée dans la valeur qui est reconnue au consentement à l'entrée en religion, elle explique aussi le fait que moi, j'ai quasiment que des femmes dans mes conflits. Et c'est pas faute d'avoir cherché les hommes. Les hommes, je les ai vraiment cherchés. Le seul homme que j'ai trouvé, c'est dans un cas justement de vocation forcée. Et c'est un homme qui, lui, décrit de manière très longue toutes les pressions, toutes les formes de coercition qui ont été apportées par ses frères et par ses parents avant leur décès pour le contraindre à devenir prêtre. C'est le seul homme que j'ai trouvé. Après, dans les discours, on a parfois quelques cas d'hommes qui sont renseignés, mais dans les archives de la direction des cultes, on n'a que des femmes pour ce qui concerne les oppositions des parents à l'entrée en religion. Donc ça s'explique par la différence accordée en fonction du genre des personnes à leur capacité à consentir à l'entrée en religion. Ça s'explique, je pense, aussi par des facteurs qui concernent la démographie du clergé, c'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et ce qu'a très bien montré Claude Langlois, on est au siècle de la féminisation du personnel religieux et donc mécaniquement, on a aussi plus de femmes qui sont susceptibles d'être concernées par ces conflits-là. Il y a un dernier truc qui est très contre-intuitif et très intéressant dans le livre, parce que si on fait une lecture on va dire féministe ou juste émancipatrice de ces histoires, on va dire il faut sauver ces femmes qui entrent au couvent, parce que le couvent, c'est l'obscurantisme, c'est la claustration, c'est une vie réglée, soumise à une hiérarchie, etc. Et votre livre montre, et à la suite d'autres qui ont déjà un peu exploré cette dimension, que en fait, c'est aussi un espace de liberté, que parfois entrer au couvent, on le fait de manière volontaire, parce qu'on fuit une famille dysfonctionnelle, violente, incestueuse, parce qu'on trouve une marge d'autonomie qu'on n'aurait pas en étant bonne dans une grande famille. Finalement, en étant sœur,
on est peut-être mieux que bonne, domestique, exploitée. Donc il y a une part de liberté un peu imprévue, en tout cas, quand on aborde le 19e et quand on aborde l'Église avec cette vision classique de l'Église comme institution de domination. En fait, ça peut être aussi une institution avec peut-être des guillemets, émancipatrice pour certaines de ces femmes. Alors ça fait vraiment écho à des débats assez forts qui ont animé les historiens et les historiennes qui travaillent sur les rapports entre genre et religion. Et c'est aussi, par exemple, quelque chose qu'avait montré Anne Jussaume à propos des sœurs soignantes. Effectivement, au XIXe siècle, les congrégations religieuses permettent aussi de se former, permettent aussi d'exercer ce qui est un peu l'ancêtre de certaines professions du XXe siècle, infirmière, assistante sociale, enseignante, évidemment, et permettent aussi d'avoir une vie seule, en dehors du couple et en dehors de la famille. Donc sur ça, je suis tout à fait d'accord. C'était aussi très important pour moi de ne pas ne voir que cet aspect-là dans le livre, c'est-à-dire de ramener la question de la claustration oppressive, violente, uniquement du côté des discours anticléricaux. Il y a un chapitre aussi qui porte sur ces cas de femmes qui sont entrées en religion et d'hommes, du coup, vu qu'il y en a au moins un, qui sont entrés en religion sans vraiment y consentir, ou alors qui disent ne plus y consentir et qui racontent à quel point la vie religieuse est violente pour elles et source de souffrance à la fois physique, à la fois morale, qui explique à quel point cela affecte leur santé. Et donc j'ai aussi voulu tenir ensemble les deux aspects pour à la fois montrer la marge d'autonomie que ça a effectivement apporté à un certain nombre de filles et aussi ne pas en faire uniquement un havre de paix et un espèce de lieu où on pourrait pratiquer une forme de féminisme en religion de manière complètement anachronique, mais aussi rappeler ce qui est la réalité de ces institutions pour un certain nombre de femmes qui y ont vécu et qui ont aussi écrit. Donc ça, je le cerne à partir des demandes qu'elles adressent soit aux évêques, soit à Rome, pour sortir de la vie religieuse et qui décrivent très longuement les souffrances qu'elles y éprouvent. Oui, et sortir d'ailleurs, c'est faisable parce que l'Église, il y a des effectifs quand même conséquents, donc on n'a pas intérêt à garder contre son gré quelqu'un dans tous les cas, on va dire. Et c'est très intéressant, peut-être qu'on peut terminer là-dessus, sur ce chapitre 3 du livre, effectivement, ces affaires, parce qu'on est au cœur de la question du consentement. Dans quelle mesure il y a consentement quand une petite fille a été, dès 5 ans, placée chez les sœurs, éduquée entièrement sous une férule autoritaire, familiale, en disant de toute façon, tu seras sœur, etc. etc. Bon, effectivement, à sa majorité, elle dit je vais entrer à l'église. Mais est-ce qu'on peut parler de consentement quand ça a été construit comme ça par quelque chose qui a quand même érodé en partie le libre arbitre? Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'attend, ces histoires d'enlèvement rocambolesque et de claustration forcée où tout d'un coup, les parents disent tu iras au couvent, c'est comme ça, et puis la fille qui résiste. En fait, c'est plutôt une construction de la personnalité même de certaines filles qui s'est faite à moyen terme parce qu'il y a une forme d'évidence, c'est comme ça, tu iras dans l'église. Et du coup, des femmes, est-ce qu'elles ont été en mesure de consentir à partir du moment où, d'une certaine manière, c'était programmé pour elles? Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on voit de manière assez nette dans ces demandes de dispense de vœux, donc qui sont la procédure par laquelle on sort, et d'ailleurs, comme vous le disiez, assez facilement de la vie religieuse au XIXe siècle. Elles expliquent qu'elles ont été très jeunes, orientées vers la vie religieuse. Il y en a une qui explique, on m'a fait des cadeaux aussi. Donc, c'est pas des formes de contraintes violentes, mais c'est des formes de coercition qui sont distillées tout au long de l'enfance. La personne qui en parle de la manière la plus détaillée, paradoxalement, c'est cet homme, ce prêtre dont je vous parlais, Pierre Pascal Boineau. Alors, le fait qu'un homme en parle plus longuement que les femmes, ça en dit aussi beaucoup sur la capacité d'expression des femmes au sein de l'institution religieuse. Mais lui, c'est ce qu'il explique, que dès son enfance, on a dit « tu deviendras prêtre ». Il avait beaucoup de personnes dans son entourage familial qui étaient aussi soit sœurs, soit prêtres, qu'on l'a tout de suite placé au petit séminaire, puis au grand séminaire. Et donc, il y a eu cette orientation, cette éducation orientée vers le sacerdoce, et que lui a beau avoir à plusieurs reprises dit à ses parents, à ses frères, « je ne veux pas être prêtre », son discours n'était pas audible, et donc il a fini par ne plus avoir d'autre choix que de devenir prêtre comme le voulait sa famille, que les 10 années qui ont suivi ont été 10 ans de souffrance, et donc il souhaite se
se saisir de sa possibilité de quitter l'état religieux. C'est un peu frustrant de ne pas avoir autant de descriptions autant détaillées du point de vue des femmes. Là encore, c'est pas très surprenant qu'un homme prenne plusieurs pages pour écrire ça et que les femmes, dans leur demande de dispense de vœux, le fassent de manière un peu plus allusive, un peu plus brève. Mais je pense que ça permet quand même de mettre le doigt sur cette socialisation précoce à la vie religieuse qui explique aussi que certaines personnes entrent en religion sans vraiment y consentir, sans y consentir pleinement. Là, je me suis beaucoup appuyée sur le travail d'Aude Loriot qui avait proposé la catégorie, donc c'était à propos de conversion, mais ça marche pour les vocations, je pense, de conversion résignée. C'est des vocations peut-être aussi résignées, en tout cas, faute parfois de meilleures alternatives, et c'est assez intéressant d'étudier toute cette palette du consentement à l'entrée en religion et de son absence aussi. On voit toute la complexité de ces situations qui est donc restituée dans votre livre. Je rappelle le titre, Filles en conflit, consentement et vocation religieuse aux éditions du CNRS. Inès Henrique, est-ce que je peux vous demander pour terminer un conseil de lecture que vous voudriez partager au micro ? Alors oui, moi ce qui m'a beaucoup éclairé, que j'ai redécouvert à la faveur d'une discussion avec l'économiste Irène Bertonnet, c'est le travail de Viviana Zelizer, Pricing the Priceless Child, qui parle justement de l'imbrication entre les enjeux économiques et les enjeux affectifs autour de l'enfance. Alors là, dans un contexte très différent, qui est celui des États-Unis du 19e siècle et du premier 20e siècle, mais qui permet aussi de voir qu'à rebours des discours dominants sur le fait que la famille serait un espace dépourvu d'enjeux économiques dans lequel triompherait l'affect, les affects et les enjeux économiques s'entremêlent d'une manière un peu plus complexe, et c'est en tout cas un travail vraiment stimulant. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.